Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier numéro de InnovTalk sur Afrique Innovscience. InnovTalk donne la parole aux Africains qui sont dans le domaine de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Avec nous, ils partagent, n'est-ce pas, leur savoir-faire. Nous vous invitons, n'est-ce pas, à suivre ce premier numéro parce qu'il est très intéressant. Nous recevons un professeur ou un enseignant, autant pour moi, d'université, qui a énormément de choses à partager avec nous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager autour de vous. Je suis Patrick Kamounye pour vous servir. Bienvenue dans ce premier numéro de InnovTalk sur Afrique Innovscience. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un professeur du Plexta Kolega, enseignant à l'Université des sciences appliquées de la ville de Gießen. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Kamounye. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me faire cet honneur, bien que je corrigerai en disant professeur, pas encore. On voit peut-être, mais pas encore. Oui, nous avons foi que vous allez devenir professeur. Très certainement. Merci. Que pouvez-vous dire donc à celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous vraiment? Qui suis-je vraiment? Duplex, Achille Edouard Takulega Fouelefac, si je dois me nommer complètement. De l'Ouest Cameroun, très certainement. Originaire effectivement de l'Ouest Cameroun, mais bon, comme les Européens, un dit africain, je me sens plus africain. Camerounais, de l'Ouest peut-être, mais beaucoup plus africain. Je suis né à Bafoussam. J'ai passé toute mon enfance et même une première année d'études à Ngoïkele, au Cameroun. D'accord. Avant d'arriver en Allemagne où le chemin a été un peu tortueux, voilà. Et oui, juste pour préciser, pour ceux qui doutent peut-être parfois, le chemin a été tortueux, pas du tout droit, partant de Göttingen pour les cours de langue, à Aachen pour une première étude qui n'a pas vraiment fonctionné, et puis pour me retrouver ici à Gießen, où j'ai finalisé les études en informatique médicale. Et voilà. Très intéressant. Et j'aimerais bien savoir, les téléspectateurs également, très certainement, ce que vous a motivé pour devenir professeur. Vous l'avez dit, le début était très difficile et très certainement, vous n'avez même pas imaginé devenir professeur ou enseignant à l'université. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas encore professeur, mais vous enseignez déjà. Mais comment est-ce que c'est-il qu'au début c'était très difficile, mais après quelques années vous enseignez déjà à l'université? Ou bien vous enseignez? Oui, effectivement, on va dire que dans la vie il y a le combat, mais il y a aussi des coups de chance. Tout n'est pas basé toujours sur l'engagement, sur le combat, mais il y a aussi des coups de chance. C'est-à-dire que sur son chemin, parfois, il y a des opportunités qui se présentent et on les saisit, et parfois en les saisissant, ça nous ouvre certaines portes et nous donne naturellement la chance d'être où nous sommes. Bon, il n'y a pas que la chance, certainement vous étiez en ce moment au début de votre enseignement très fort. Donc, ou bien vous voulez nous dire que vous n'étiez pas très fort? Comment vous êtes distingué? Oui, je tente toujours à dire. Vous êtes en dire. Allemagne. Effectivement, je tente toujours à dire, et voilà, comme je disais tantôt, c'est mes proches, ou plus ou moins ceux qui me connaissent, qui ont tendance à ramener ça à la force. C'est vrai que nous sommes dans un pays où beaucoup de choses se méritent. Et effectivement, quand le mérite n'y est pas, il y a certains accès qui ne sont pas donnés. Et oui, c'est vrai que sur certains points, je crois que s'il n'y avait pas eu un certain potentiel, effectivement, ces portes ne se seraient pas. Oui, c'est très clair. Moi, je pense également que le potentiel et le mérite également étaient au rendez-vous parce que nous sommes en Allemagne et l'Allemand aime la bonne qualité. On a souvent l'habitude de dire Made in Germany. Et le Made in Germany, c'est la qualité. Oui. Les challenges que vous avez eu au début, étaient lesquels? Parce que
vous étiez très certainement en face, n'est-ce pas, des étudiants qui n'avaient très certainement jamais vu un professeur de Bafoussam, un professeur du Cameroun, un professeur de l'Afrique. Pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais parce qu'ils n'étaient pas, ces personnes-là n'étaient pas habituées. Je vais vous surprendre, mais je ne suis pas le premier. Ah, vous n'êtes pas le premier. Je ne suis pas le premier et j'espère que je ne serai pas le dernier. Il y en a qui sont même beaucoup plus gradés que moi, qui sont passés par là. Dans le cadre de mes projets, par exemple, de fin d'études, je travaille avec un institut à Douala. Je ne vais pas citer le nom pour éviter toute publicité. Mais le directeur de cet institut, par exemple, lui a étudié en Allemagne et il a été professeur de physique en Allemagne. Et professeur au titre du nom, pas professeur, voilà, mais professeur au titre du nom. Nous avons à la RVT à Aachen où j'étudiais en mathématiques, j'avais un chargé de cours qui était camerounais, qui aussi, voilà, qui faisait des cours de mathématiques. Donc c'est pour dire en fait que même dans mon cursus, j'ai rencontré déjà des gens qui faisaient cela. Maintenant, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées au début? La première des choses, en fait, ce qui m'a surpris déjà, disons, c'est que j'ai cru que la langue allait être un obstacle. Non, ça n'a pas été le cas. Et comment, puisque la langue, l'allemand, c'est pas votre langue maternelle? À ma grande surprise aussi. Je vais franchement dire, à ma grande surprise aussi, ce n'est pas la langue qui a été mon premier facteur, ma première difficulté, mais plutôt le stress de ne pas pouvoir être à la hauteur. Je crois que ça a été le premier obstacle. Et le second obstacle avait été comment est-ce que je serais perçu par l'étudiant, pas seulement allemand, parce que nous sommes quand même dans une ville multiculturelle, nous avons énormément d'étrangers, nous avons une représentation très forte en étrangers à l'université, ce qui fait que la question n'était pas trop d'être perturbé par l'étudiant allemand personnellement, mais plutôt par les étudiants de façon générale. Et je crois que c'est comme un artiste qui va sur scène, tout au début, c'est le stress, c'est la panique. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je pourrais faire en sorte que ce que j'ai envie de transcender, comme de donner comme information, pourrait effectivement arriver et tel que j'ai envie qu'elle arrive? Et voilà, j'ai usé un peu d'humour, un peu de comédie, un peu de tact, quand l'étudiant rire, effectivement. Parce que dans mon cursus, j'ai remarqué effectivement que les enseignants qui m'avaient le plus marqué étaient les enseignants qui amenaient toujours des petits événements qui me faisaient rigoler. Et donc j'ai essayé d'utiliser cette astuce-là. Donc vous prenez les événements qui se passaient en fait dans la vie publique, en fait en Allemagne, du tout, à la télé, ainsi de suite, football, ainsi de suite. Bon, j'évitais beaucoup plus le foot. Bon, parce que nous sommes dans un pays où on a souvent l'impression que le foot est central ici, mais il y a beaucoup d'autres activités qui... Exactement, c'est pas tout le monde qui aime le foot. Exactement, donc j'évitais, je prenais plus des situations de vie de tous les jours. Dans le bus, dans la rue piétonne, donc je prenais des situations du quotidien pour essayer parfois d'expliquer des événements qui sont assez complexes à appréhender. Et je crois que c'est ça peut-être qui a rendu la chose. Qui faisait rire et qui parfois rendait la chose un peu plus facile. Et c'est comme ça que les étudiants vous ont adopté et vous ont aimé. Et je crois effectivement que mes débuts ont été effectivement très favorables. Moi, ça m'a salué le retour, le feedback que j'ai eu des étudiants, m'a naturellement encouragé dans cette voie. Je crois sinon le réel. D'accord, et du coup, vous enseignez depuis combien d'années? Ça fait 6 ans. 6 ans, waouh, c'est beaucoup d'années ça. Donc, vous avez gagné en confiance, en maturité aussi dans l'enseignement. Ça c'est sûr. Alors si en 6 ans je ne gagne pas en maturité, c'est que je fais quelque chose de bien. C'est que je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je crois effectivement que j'ai gagné beaucoup. Bon, malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais nous sommes en pleine période de pandémie. Et cette pandémie a malheureusement apporté de nouvelles contraintes. Ce qu'on appelle aujourd'hui le home office, et donc par conséquent le online lire, donc l'apprentissage online à distance. Et voilà, ce qui nous amène naturellement à transcender tout ce que nous faisions de façon physique, tout ce qu'on écrivait sur le tableau, tout ce qu'on faisait de façon gestuelle. Là, on est obligé de le transcrire maintenant de façon orale, de façon verbale, et c'est assez compliqué. Et justement,
Mais vous vous habituez avec le temps, petit à petit. Je ne crois pas que je m'y habituerai. J'espère franchement que cette pandémie sera vite passée. Oui, nous le souhaitons également. Oui, c'est vraiment difficile cette temps-ci. Effectivement. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que vous enseignez de particulier qui peut aider l'Afrique? Parce que nous savons, vous enseignez l'informatique médicale et vous savez, en Afrique, il est difficile pour les médecins, par exemple, d'atteindre les patients qui sont reculés, surtout les patients qui sont dans les zones rurales. Maintenant, qu'est-ce que vous enseignez au quotidien qui peut faciliter, n'est-ce pas, la prise en charge des patients qui sont reculés? Je commencerai par ma thèse de fin d'études de master. C'était une thèse basée sur l'élaboration d'un appareil télémédical. C'est-à-dire, en fait, on l'a surnommé Paluscan. Je crois que Palu, le nom le dit déjà. C'était contre le paludisme très et voilà, et Scan, c'était juste. Donc, c'est un appareil qui permettait de prendre les tests rapides de détection rapide de paludisme, comme des cassettes, le scanner le résultat et l'envoyer de façon télémédicale, c'est-à-dire à distance par SMS, parce que je supposais que le SMS est la méthode standard qui est disponible partout. Oui, partout. Voilà, et donc envoyer par SMS à une centrale qui devait traiter l'information et mettre à disposition soit du médecin, soit des ONG disponibles localement. Le but c'était quoi? Le but c'était de recenser et de centraliser l'information de façon à ce qu'on puisse très rapidement voir s'il y a une recrudescence de palu quelque part et qu'on puisse envoyer le matériel nécessaire, sachant que les médecins n'y vont pas constamment. Ça, c'était la première des choses. La seconde, maintenant, dans mon enseignement, j'enseigne ce qu'on appelle l'interopérabilité. Ok, qu'est-ce que l'interopérabilité pour ceux qui ne connaissent pas? L'interopérabilité, en fait, l'ensemble des mécanismes qui sont mis sur pied pour permettre un échange d'informations entre des systèmes hétérogènes, entre des systèmes qui ne se connaissent pas. Donc, par exemple, les appareils de cardiographie, par exemple, peuvent communiquer avec les appareils des respiratoires, ainsi de suite. J'ai parlé du système extrait, mais pas d'appareil. Parce qu'il s'agit, par exemple, quand vous parlez de radiologie, en fait, il faut que tous ceux qui suivront plus tard, il faut savoir qu'en radiologie, en fait, vous avez tout un ensemble d'appareils qui font du travail. C'est-à-dire quand on va vous scanner, par exemple, tout ça va être enregistré dans une base de données et vous aurez un logiciel qui permettra de traiter cette information, comme par exemple recenser les données du patient, son âge, mettre certains points majeurs sur l'image, enregistrer l'ensemble et mettre tout cela à la disposition du médecin au final. Mais le médecin lui-même, il n'est pas à l'endroit du scanner. Il est quelque part ailleurs dans un autre système. Donc il est au niveau du end-user. Il est l'utilisateur final par une autre application qui n'est pas forcément l'application qui va faire le scan. Et donc il faut maintenant que ces deux applications, donc ces deux systèmes communiquent. C'est très intéressant ce que vous dites, mais est-ce que c'est applicable en Afrique? Parce que, bon, est-ce que c'est visible? C'est difficile de voir ces systèmes que vous citez là dans nos hôpitaux. C'est le gros problème que nous avons, c'est que nous voulons toujours voir avant de croire. Parfois, il n'est pas toujours important de voir pourquoi que la chose qu'on a besoin d'utiliser doit être... ça ne doit pas être un gros serveur avec de grosses armoires, avec des capacités énormes, dans le principe, le principe de base peut fonctionner. Je sais que M. Komachwa, qui était à Göttingen à une époque, a par exemple fait un projet pareil au Cameroun, un projet e-health au Cameroun. Dans ce cadre-là, je ne sais pas si le projet existe encore aujourd'hui, mais c'est juste pour dire en fait que c'est pas, je ne suis pas dans l'imagination, c'est quelque chose qui au Cameroun a déjà été entrepris et certainement doit être en cours d'apprentissage. Et maintenant, des choses assez basiques qu'on peut utiliser aussi, que j'enseigne, c'est des choses par exemple comme l'échange
purement et simplement d'information entre le patient et le médecin à distance. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois que même des grands-mères au village ont un smartphone. Et ces smartphones, aujourd'hui, ont des détecteurs de pouls, par exemple, des détecteurs de température et tout ce que il y en a plein d'autres que je ne connais pas. Et avec ça, il serait facile qu'une grand-maman, par exemple, envoie ces informations vitales, ses paramètres vitaux, en quelques secondes à un médecin ou à une plateforme centrale, centralisée, qui maintenant pourrait consulter à des périodes bien précises par les médecins, sans que le médecin n'ait forcément eu à rendre visite à la grand-maman à des vingtaines de kilomètres. D'accord. Monsieur Takologa, vous qui êtes en contact avec les étudiants ici, en Europe, en Allemagne, et vous qui avez une idée de comment est-ce que les étudiants qui sont au Cameroun, votre pays d'origine, se comportent, et en Afrique en général, est-ce que vous estimez que les étudiants qui sont sur place, les étudiants en informatique, exploitent leur potentiel à fond pour pouvoir faire des choses grandes? Parce que s'il y a des trucs qui existent ici, qui ont été faits grâce à l'informatique, c'est aussi possible là-bas, puisqu'ils apprennent la même chose. Est-ce que vous estimez qu'ils font assez? Je vais dire que nous sortons d'un système où les objectifs ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent ici ou ceux qui sont nés et ont grandi ici. Nous sortons d'un système où nos familles mettent tous les moyens en œuvre pour nous envoyer ici. Et très souvent dans l'attente d'un retour potentiel. Et ceux qui arrivent ici ont cette pression sous le dos. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se permettre de chercher trop loin, malheureusement. Et vont plutôt d'abord chercher plus ou moins à subvenir à ce besoin-là. Et c'est une fois qu'il est transcendé, que ce besoin est transcendé, qu'ils essayent plus ou moins de chercher. Mais je veux dire que la courbe est croissante aujourd'hui des étudiants qui essaient, enfin des ingénieurs, parce que nous sommes nombreux entre-temps, qui essayent franchement de faire de grandes réalisations. Et je crois que plus il y aura des exemples de personnes qui font de grandes réalisations. Nous avons cette plateforme de crypto-monnaie qui est en train d'être créée en Afrique. Nous avons des ingénieurs ici qui ont créé des entreprises et qui font de grandes choses, de grandes œuvres. Et je crois que plus il y aura ces exemples-là qui font ces grandes réalisations, et plus il y aura des jeunes qui essayeront de suivre ce chemin-là et qui verront que ce n'est pas impossible. D'accord, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Parce que ce n'est vraiment pas facile pour eux d'étudier et de travailler, que ce soit pour les étudiants qui sont ici en Allemagne ou en Afrique. Vous-même, vous l'avez dit au début, c'était pas facile pour vous. Pas du tout. Vous avez eu un échec au début et vous voilà enseignant d'université depuis 6 ans. Maintenant, que pouvez-vous dire à ces jeunes qui ont des difficultés aujourd'hui, mais qui ont un fort potentiel? Une seule phrase: croire en vous. Croyez en vous, parce que vous le pouvez. Et il y a une chose que je dis très souvent et que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que si vous réussissez à passer le bac dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, ensuite vous réussissez à apprendre une autre et commencer à faire des études dans cette autre langue et vous passez des matières, alors croyez-moi, vous pouvez aller bien au-delà de vos capacités. Parce que déjà le fait de transcender ces deux obstacles-là montre qu'on peut aller bien au-delà de ses capacités. Et croyez en vos rêves, quel que soit ce que vous souhaitez, vous pouvez l'obtenir. D'accord. Merci beaucoup, M. Takologa, pour cet entretien. Je vous votre temps. remercie, M. Kamel. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager à tous ceux qui sont autour de vous pour qu'ensemble nous puissions bâtir un continent fort. Parce qu'aucun pays dans le monde ne s'est développé sans mettre la science et la technologie au travail. Merci.